Moi, je ne suis pas aussi sceptique. Je pense que c'est une chance pour le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme a peut-être besoin d'une transformation de la mondialisation et elle est peut-être en train de s'opérer. Quand je regarde ce qu'on vit depuis quelques années, tous ensemble, on vit une très grande crise d'abord du terrorisme. Il y a eu des menaces à travers le monde qui ont touché du continent, tous les continents. Il y a ensuite eu une transformation du phénomène migratoire qui a beaucoup déstabilisé les équilibres. Il y a eu ensuite un phénomène profondément nouveau qui a été, en tout cas dans son expression aussi forte, le phénomène climatique. On a le phénomène technologique. Et là, on a le phénomène sanitaire. Et on a vécu il y a 10 ans une crise économique qu'on pensait sans précédent avant de connaître celle-ci. Et tout ça nous montre qu'à chaque fois, nous sommes au fond très interdépendants. Simplement, la crise qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui la rapproche de la crise écologique, c'est qu'elle remet l'humain au premier plan. C'est que personne ne s'est posé la question de savoir s'il fallait, pour sauver des vies, mettre des économies à l'arrêt. Et personne ne nous en pensait possible. Et ça, je crois que c'est un choc, je dirais, anthropologique, très profond. Et on a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Il n'y a pas de précédent dans notre histoire. Donc ça aura des conséquences, moi, que je ne sais pas décrire, anthropologiques, très claires. Mais ça va changer la nature de la mondialisation. Ça va la changer. Avec des vraies réussites, elle a éradiqué des totalitarismes, la chute du mur de Berlin, il y a 30 ans. Et avec du plus et du moins, elle a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, mais elle a accru, en particulier ces dernières années, les inégalités dans les pays développés. Et cette mondialisation, on sentait bien qu'elle arrivait au bout de son cycle, parce qu'elle était en train de fragiliser la démocratie, je l'ai plusieurs fois dit, par les niveaux d'inégalité de nos pays. Parce que, et ça c'était le fruit de cette mondialisation, où au fond, le consommateur et le financier étaient les éléments forts. Je crois que ce choc qu'on est en train de vivre, après beaucoup d'autres, va nous obliger à repenser la mondialisation. Il va nous obliger à repenser les termes de la souveraineté. On a vu qu'on avait besoin de maîtriser des choses qui parfois, pensait-on, n'avaient pas de valeur. On pensait qu'un masque ou une surblouse, ça n'avait pas de valeur dans la mondialisation, sur le plan marchand. Ça a une valeur pour protéger les soignants. On l'a découvert dans cette crise. Ça vaut 40 centimes, même pas d'euros. Mais ça a énormément de valeur quand on en manque et qu'on ne sait plus en produire. Elle remet ensuite l'humain au cœur. On voit bien que l'économique n'a plus le primat. Et donc quand il s'agit de notre humanité, les femmes et les hommes, mais aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent, et donc le CO2 émis, le degré de réchauffement, la biodiversité, il y a quelque chose de supérieur à l'ordre économique. Et en même temps, on est en train de comprendre que nous sommes interdépendants. C'est aussi ça ce qu'on a dans cette crise. Et je crois que ça nous oblige à revoir la grammaire du multilatéralisme. Le multilatéralisme, il était menacé parce qu'il était en fait à la main d'hégémonie. Ou en tout cas de puissance qui ne voulait plus jouer son jeu parce qu'elle n'en voyait plus l'intérêt. Quand l'ordre de la mondialisation redevient celui d'une interdépendance, où on est en train de comprendre qu'il y a des choses qui relèvent de la souveraineté, et donc des États, pas d'autres puissances, et qu'il y a en même temps des choses qui sont irréductibles aux États, mais qui relèvent du bien commun, l'éducation, la santé, le climat, la biodiversité, vous avez la grammaire fondamentale de quelque chose qui oblige les puissances à coopérer. Donc moi je pense qu'il y aura des changements anthropologiques que je ne sais pas décrire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, mais ils seront profonds, j'en suis sûr. Mais on est en train de redécouvrir qu'il y a des éléments de souveraineté, qu'il y a des éléments d'autonomie stratégique, sans doute souveraineté nationale, autonomie stratégique régionale, et qu'il y a des éléments d'interdépendance mondiaux qui obligent à recomposer une vraie gouvernance, et donc un multilatéralisme. Multilatéralisme sanitaire, multilatéralisme politique, la paix, la trêve. C'est pour ça qu'on a beaucoup poussé pour avoir ce P5, on va peut-être en reparler la semaine prochaine. Et puis un multilatéralisme aussi, que j'espère m'arrivera à repenser sur les sujets climatiques, commerciaux et autres. Donc je ne suis pas aussi pessimiste que vous. Le multilatéralisme a toujours vécu ses grandes heures au sortir des grandes guerres mondiales, et je pense qu'on est en train de vivre un grand choc mondial. Donc je pense qu'il y aura... C'est le moment où on doit recomposer quelque chose du multilatéralisme. C'est vrai. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international, et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence.
Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre tournée vers l'avenir et vers les peuples. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. De naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Un certain Jacques Attali qui déclarait le 11 juin 2009, c'est-à-dire il y a maintenant 11 ans, dans l'Express, je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. But in fact, we can build a really good response system. We have the benefits of all the science and technology that we talk about here. We've got cell phones to get information from the public and get information out to them. We have satellite maps where we can see where people are and where they're moving. We have advances in biology that should dramatically change the turnaround time to look at a pathogen and be able to make drugs and vaccines that fit for that pathogen. So we can have tools, but those tools need to be put into an overall global health system, and we need preparedness. C'est-à-dire que quand on comprend ce que c'est que le nouvel ordre mondial, c'est en fait ce qu'on peut appeler Satan. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a le viol, la pédophilie, la torture, la manipulation mentale, le trafic de drogue, enfin l'argent sale. Enfin, je veux dire, c'est. Mais on est dans un James Bond. C'est ouais, mais c'est au-delà. C'est au-delà. Hein, oui, c'est au-delà. Non, moi, mais James Bond, c'est du propre. C'est des méchants qui sont propres. Tu fais un film à partir des mémoires de Cathy O'Brien. Scorsese est enfoncé. Ils sont tous enfoncés. Hein. Tu peux pas. Je te dis, c'est le 9e cercle de l'enfer. C'est même pas imaginable en fait. C'est-à-dire que si on avait raconté ça aux gens il y a encore 2 mois, les gens mais t'es délirant. C'est ce qui fait que une île aux esclaves. C'est ce qui fait que ça ne sort pas parce que le grand public ne peut pas penser que les élites mondiales fonctionnent comme ça et que le monde peut fonctionner comme ça. Donc ils refusent de l'admettre quelque part. Il y a des soupapes de sécurité dans le cerveau. Et moi, pour comprendre ce que je viens de vous dire là jusqu'au bout, c'est des années, étape par étape,
Tu sais, où t'avances, tu descends dans les ce qu'on décrit dans le Dante, c'est-à-dire les cercles de l'enfer, tu vois. Tu peux pas y accéder immédiatement, c'est trop, tu vois, c'est trop. Pourquoi est-ce qu'ils nous racontent tout ça et pourquoi est-ce qu'ils épandent et pourquoi on nous parle du réchauffement de cette façon et tout. Alors, il y a une phrase de Zbigniew Brzezinski que je veux quand même vous lire parce que ça dit tout et ça a été écrit justement en 70 dans Between Two Ages. Il dit l'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme éléments clés de la stratégie. Et quand il parle de modification climatique dans son livre, c'est uniquement comme l'arme absolue qui va être à la portée des Américains. Et il cite les travaux de Gordon MacDonald, il dit « Avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum de forces de sécurité aura besoin d'être au courant. Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. C'est clair. Ou bien des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. À part ça, on est des complotistes. Let's not even add the conspiracy of the AIDS virus. An AIDS virus that is a classic disease that was created in Fort McKinley, United States. Fort McKinley, the AIDS virus, 63,000 gallons. A designer disease was created, 63,000 gallons of it in Fort McKinley, and designated for Africa and designated for other places in the world in order to meet what was called the UN World Health Organization mandate called Population 2000. How many people ever heard of that? Population 2000 was that by the year 2000, the UN World Health Organization had the mandate to bring the population of the world down by 36 million. To do what? To protect Western civilization, because the greatest threat to Western civilization at that time, in 1971, was the threat of overpopulation of India, Pakistan, Far East Asia, Africa, South America. Now, for Africa, they chose AIDS. For China, they chose one child for one family. And if you don't want to know what that means, somebody needs to visit China and understand what that means. One child per family. What that means. It means that anybody in China that has a second child, they are arrested. The woman has a hysterectomy. The man has a vasectomy. They are put in jail as an example. And that child that they had, the second one, the pregnancy, is aborted. One child. That's the law in China. Who made that law? The Chinese, through the World Health Organization. I don't have to tell the people from India and Pakistan about the birth control that they have adopted in India. I don't have to tell anybody about that. But the AIDS virus is killing right now. If you want to know, the AIDS virus is killing 8.7 million people per year. Now you add that up per month, or you add it up per week. 52 into 8 million. That'll tell you how many people a week are dying in Africa by the AIDS virus, which is a conspiracy. Go on the internet and put in your Google, into your search engine, put in there AIDS virus, and put in there smoking gun of AIDS, and see the evidence in the documents. You will be shocked. But most of us, we think that AIDS is in Africa because those are dirty people. They're sexually perversive. They're dirty people. Or we think it came from green monkeys. No. Missionaries from the World Health Organization and Christian groups went into Africa and inoculated people for diphtheria, malaria, yellow fever, and they put in the medicine the AIDS virus. Now, is that diabolical or isn't it? Well, it's the truth. And the smoking gun of AIDS came out in 1996 because in America we have something called the Freedom of Information Act, which means every 25 years, what they do that we don't know about, they have to reveal it after 25 years. Now we know about it. This is what Khalid said.
but people who study it know it very well. C'est vrai que les démocraties en Occident ont apparu les plus vulnérables, les moins préparées. L'Europe, les États-Unis par exemple. Ça ne va pas donner raison à ceux qui disent que les systèmes autoritaires sont les mieux pour gérer des crises existentielles. Vous ne pouvez pas comparer la situation de la France, de l'Allemagne, de l'Italie avec celle de la Chine ou de la Russie, c'est une évidence. Et la transparence qu'il y a, l'immédiateté de cette information n'a juste rien à voir. Les réseaux ne sont pas libres dans ces pays. Vous n'avez pas de réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qui s'y passe, vraiment. Moi, je les respecte. Je ne suis pas en train de dire que la Chine doit forcément finir par ressembler aux États-Unis ou à la France. Mais je dis, compte tenu de ces différences, des choix qui sont faits et de ce qu'est la Chine aujourd'hui, et que je respecte, n'ayons pas non plus une espèce de naïveté qui consiste à dire, c'est beaucoup plus fort, on ne sait pas. Et il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas. Il appartient à la Chine de les dire, c'est une très grande puissance, elle a une très grande recherche, moi j'ai beaucoup de respect, on coopère là-dessus, mais je ne veux pas comparer la gestion de crise dans ces différentes zones géographiques parce qu'elle n'a rien à voir. Oui, cette question de solidarité avec l'Italie et l'Espagne est très importante. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu vraiment En fait, il y a eu une manque de solidarité, au début avec les équipements sanitaires, mais maintenant, plus important, je crois, c'est la question de solidarité économique et financière. Qu'est-ce qu'on doit faire avec... D'abord, sur le plan sanitaire, vous avez raison, on était tous sous stress des matériaux qui ne sont pas produits chez nous, et donc on a tous été... C'était très dur d'aider l'Italie quand le choc arrivait sur le plan des matériels, parce qu'on en manquait tous. Alors, on en a fait des gestes, hein. Nous, on a livré plusieurs millions de masques aux Italiens, on s'est engagé, moi je livrerai des respirateurs, et donc on a eu la solidarité. Moi, je m'enorgueillis que la France n'ait pas fermé sa frontière avec l'Italie. À aucun moment, nous n'avons cédé à cela, ce que d'autres ont fait, je le regrette, parce que je considère que d'abord, ça ne sert à rien, et on doit cette solidarité au peuple italien. Mais au moment où le choc est arrivé en Lombardie d'abord, puis dans le reste de l'Italie, c'était très dur d'avoir... Il aurait fallu faire au fond à ce moment-là, mais c'est vrai que même l'Italie n'a pas pu l'organiser comme ça, un transfert de patients vers d'autres régions qui étaient moins touchées. Ce qu'on a d'ailleurs pu nous-mêmes faire quand on a vu ça, du Grand Est vers d'autres pays que j'ai pu remercier, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne. Et donc ensuite, on s'est amélioré aussi sur la solidarité européenne. Je ne veux pas non plus quand même tout condamner. En première intention, il y a eu déjà un repli national. Trop de pays ont fermé leurs frontières et n'ont géré que de manière nationale. Ensuite, il y a quand même eu une solidarité sur le transfert de patients. La France en a bénéficié. Maintenant, on est au moment de vérité sur l'économique et le financier. Mais il est indispensable. Parce que nous sommes à un moment, il faut être clair, où, comme je l'ai dit plusieurs fois, le choc qu'on vit n'est pas un choc asymétrique qui est lié à la responsabilité d'un tel ou d'un tel. C'est une épidémie. Elle touche tout le monde. Et je dirais même qu'on a des externalités négatives de l'Italie ou de l'Espagne parce qu'on apprend de ce qu'ils ont fait. Ça se paye combien? Ça vaut combien? Ça vaut combien pour l'Allemagne, la Finlande, la France, le fait que la Lombardie ait été touchée plusieurs semaines avant et qu'on ait appris? Qu'ils ont fermé parce qu'ils ont été touchés. Ça vaut quelque chose. Mais derrière ça, c'est le fonctionnement même de l'Europe et de la zone euro. Aujourd'hui, nous fonctionnons en zone euro et en Union européenne sans respecter nos traités. Parce que nos traités, ils interdisent les aides d'État. Et aujourd'hui, le système, il fonctionne au fond comme s'il y avait des aides d'État. Parce que tous, nous sommes en train d'apporter des garanties à nos entreprises. Ces garanties, elles sont fondées sur la signature souveraine. Massive. Est-ce qu'aujourd'hui, la Grèce et l'Espagne peuvent apporter une garantie d'État qui est la même que l'Allemagne ou les Pays-Bas? Non. Non. Parce qu'ils ont pas assez d'argent. Distorsion. Distorsion. C'est pas permis par les traités, normalement, cette affaire. Mais intellectuellement, c'est vrai ce que je suis en train de dire. On ne le présente jamais comme tel, mais c'est la vérité. Et donc, je mettrai la France du côté de l'Allemagne. Hein. Moi, j'ai je ne sais pas combien de dizaines de points de PIB, de basis points d'écart dans mon spread. Je peux apporter des garanties à mes entreprises, ce que je fais. La Grèce ne peut pas le faire autant, l'Espagne et l'Italie ne peuvent pas le faire autant. C'est pas juste. C'est une distorsion. Donc, déjà, aujourd'hui, j'ai un problème. Deuxièmement, demain, le choc qu'on est en train de vivre, est-ce que vous pensez très sincèrement qu'elles pourront l'absorber compte tenu de la situation de départ? Non. Et donc, on a besoin de transferts financiers et d'une solidarité, ne serait-ce que pour l'Europe tienne. Qu'est-ce qu'on fait, au fond, tous? Pour dire les mots dans des termes que les lecteurs du FT apprécieront, nous avons nationalisé les salaires et le PNL d'à peu près toutes nos entreprises. C'est ça ce qu'on fait. Toutes les économies, y compris les plus libérales, font ça.
Donc c'est contre tous les dogmes, mais c'est ça. La politique, le chômage partiel, c'est la nationalisation des salaires. Pour pas que ça s'arrête et pour pas qu'on laisse évaporer les compétences. Tous les plans de garantie qu'on fait ou d'aide, le fonds de 50 milliards allemand ou le fonds de 20 milliards français pour les commerçants et autres, ça s'appelle une nationalisation du compte d'exploitation des commerçants et des entrepreneurs. C'est ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour éviter l'évaporation, l'effondrement. Derrière, on aura un plan de sortie. Et sans doute un plan de relance, qui doit d'ailleurs être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, sur le plan écologique et sanitaire. Ça, c'est impossible de le laisser au niveau national. Impossible. Parce que c'est pas soutenable. Mais les Néerlandais et les Allemands ne sont pas prêts. Mais je pense que ils évoluent. Moi, j'ai un dialogue permanent avec Angela Merkel et Mark Rutte. Je pense qu'ils tiennent beaucoup à la notion d'aléa moral. Et je comprends. Ils disent certains pays ont fait des efforts, des réformes, d'autres non. On ne peut pas les traiter comme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer toutes les dettes du passé. Je dis juste que si aujourd'hui on veut avoir une aventure commune, il faut avancer. Et à chaque fois qu'on a été dans ces moments-là dans l'histoire, quand on a dit les gens qui ont fauté doivent payer, on s'est trompé. Je parle d'un pays qui, il y a 100 ans, a fait cette erreur. Il y a 100 ans, la France, au sortir de la Première Guerre mondiale, a dit l'Allemagne paiera. Erreur colossale, funeste. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a alimenté le populisme en Allemagne, la haine du reste de l'Europe, et 15 ans plus tard, c'est arrivé au pire. C'est l'erreur qu'on n'a pas faite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On a dit, il y a des dettes, plan Marshall. Plan Marshall, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est juste le plan Marshall? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'hélicoptère-monnaie. Si, à ce moment-là de nos histoires, on ne le fait pas, il n'y aura plus d'aventure commune. Parce que si on ne sait pas faire ça aujourd'hui, je vous le dis, les populistes gagneront aujourd'hui, demain, après-demain, en Italie, en Espagne, peut-être en France et ailleurs. Et dans les pays qu'ils refusent aujourd'hui aussi. C'est évident parce qu'ils diront, qu'est-ce que c'est que cette aventure que vous me proposez? Ces gens-là ne vous protègent pas quand vous allez à la crise, ils ne vous protègent pas le lendemain, ils n'ont aucune solidarité avec vous. Lorsque vous avez les migrants qui arrivent chez vous, ils vous proposent de les garder. Lorsque vous avez l'épidémie qui arrive chez vous, ils vous proposent de la gérer. Donc, ils sont sympathiques, au fond. Ils sont pour l'Europe quand il s'agit d'exporter vers chez vous les biens qu'ils produisent. Ils sont pour l'Europe quand il s'agit d'avoir votre main-d'œuvre bas marché et de produire les équipements de voitures qu'on ne fait plus dans nos pays. Mais ils ne sont pas pour l'Europe quand il faut mutualiser. Ça n'existe pas. C'est ça la réalité. Donc, nous sommes à un moment de vérité qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché, uniquement. Moi, je pense que c'est un projet politique. Quand c'est un projet politique, d'abord, l'humain est au premier chef. Il y a des notions de solidarité qui se jouent. Et y compris, ensuite, l'économique en procède. N'oublions jamais que l'économie est une science morale. Mais quand tout explose, votre PNL, il explose avec. C'est ce qu'on est en train de vivre. Si on n'y va pas, il y a un vrai risque de l'effondrement de la zone euro. Oui, oui, il faut être clair. Et de l'Europe et de l'idée européenne. Je ne sais pas par quoi ça commencera, mais c'est évident. C'est évident. Nous sommes en train de vivre dans ce qui était, il y a 6 mois, l'impensable. Penser qu'on en sortira ou qu'on trouvera les solutions avec nos habitudes passées, je pense, est une distorsion cognitive. Je ne sais pas dire comment terminera cette crise sur le plan sanitaire, je le dis avec beaucoup d'humilité, quand elle terminera, et quelles seront ses conséquences, y compris psychologiques sur nos pays, et anthropologiques. Comment allons-nous sortir de cela? Dans le rapport à l'autre, dans le rapport dans la société, dans le rapport au monde? Est-ce que ce nomade qui était devenu l'être humain du XXIe siècle, imaginez, vous avez 1,5 milliard de personnes qui voyagent chaque année. 1,5 milliard de personnes. L'humanité n'avait jamais produit ça. Et on était dans une humanité où il y avait une diffusion permanente de l'information partout, où 1,5 milliard d'habitants au moins étaient en train de circuler en permanence, et où tout s'est changé. Et d'un seul coup, vous rentrez dans une humanité où on fragmente, où ce qui ne valait rien et qui était produit en milliards n'arrive plus chez vous, où ce que vous pensiez ne rien valoir devient rare, et doit être reproduit sur votre sol, et où les gens on dit aux gens ne vous déplacez même plus pour aller, comme dirait l'autre, de l'autre côté de la rue. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous alerter contre 3 violations du secret médical qu'est en train d'organiser sciemment le gouvernement. La première, c'est qu'il nous demande de faire remonter tous les cas positifs, mais ça existe déjà dans le cadre des maladies à déclaration obligatoire, mais en plus, il nous demande de recenser toutes les personnes qui vivent avec vous, et tous les cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour le faire remonter à l'assurance maladie afin qu'il leur envoie une brigade sanitaire. Je suis médecin, je ne suis pas flic, d'accord? On me demande contre quelques euros de vous fliquer. C'est hors de question que je viole le secret médical et votre confiance contre quelques euros. Et je sais que beaucoup de mes confrères sont dans le même état que moi, absolument ulcérés, qu'on leur demande de transgresser l'éthique la plus élémentaire. Voilà la première chose. La deuxième,
il y a un projet de loi qui est en train d'être examiné aujourd'hui, où ils sont en train de créer de nouveaux systèmes d'information des données de santé, et où on va avoir des nouveaux systèmes qui sont sans votre consentement. C'est-à-dire que vous n'aurez plus votre mot à dire sur où vont vos données de santé. Soit disant que c'est pour la crise Covid, soit disant que c'est dans le cadre de l'urgence sanitaire et qu'ils ne pourront pas les garder plus d'1 an. Mais on sait ce que ça donne avec l'état d'urgence contre le terrorisme. C'est reconduit 6 fois jusqu'à ce que ça soit rentré dans la loi organique. Donc là, c'est pareil. Ils sont en train de prendre vos données de santé et d'en faire ce qu'ils veulent sans même que vous puissiez avoir votre mot à dire, et ce sera écrit dans la loi. Et la troisième chose, c'est qu'ils sont en train de déployer une plateforme nationale de partage des données de santé qui s'appelle le Health Data Hub. Et qui est propriétaire de ces données? Les serveurs de Microsoft. On est en train de forcer tous les hôpitaux, bientôt les pharmacies, les dossiers médicaux partagés, tout va se retrouver sur les serveurs de Microsoft. Si vous trouvez ça normal, moi non. Donc j'espère que vous allez partager en masse cette vidéo, parce qu'il faut que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire, c'est vos données de santé, c'est votre vie. Parce que derrière, les assurances, elles vont monter leur prix, les banques aussi vont refuser de vous faire les prêts, c'est ça qui est en jeu. C'est tout ça, les employeurs qui vont refuser de vous reconduire vos contrats parce qu'ils savent que vous êtes malade, etc., etc. Donc soyez vigilants, partagez s'il vous plaît, partagez. Bonne journée à tous. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940, helped by my sister. We as children spoke from here at Windsor to children who had been evacuated from their homes and sent away for their own safety. Today, once again, many will feel a painful sense of separation from their loved ones. But now as then, we know deep down that it is the right thing to do. Last week, Dr. Michael Ryan, he's a leader at the World Health Organization, announced that in response to the spread of this virus, authorities may have to enter people's homes and remove family members, presumably by force. In most parts of the world, due to lockdown, most of the transmission that's actually happening in many countries now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Just so you know, we're coming to your house, seizing your children and, quote, isolating them in a safe and dignified manner. Pour assurer la stabilité du régime, Xi Jinping veut être le premier au monde à créer un système généralisé de contrôle de la population capable de régir tous les aspects de la vie des citoyens. Pour cela, il teste actuellement dans plusieurs villes un système de surveillance et de notation appelé crédit social.
entrée en vigueur en Chine une mesure particulière. Désormais, les Chinois qui veulent accéder à Internet doivent se soumettre à une procédure de reconnaissance faciale, officiellement pour des raisons de sécurité et de civisme, car le tout est lié à ce qui s'appelle là-bas un crédit social. Pour faire simple, un citoyen filmé peut gagner ou perdre des points en fonction de son comportement au volant de sa voiture, dans la rue ou dans le métro, par exemple. La reconnaissance faciale arrive en France. Notre visage va bientôt servir de sésame, ouvre-toi. Pourquoi faire ? Pour l'instant, uniquement pour accéder avec son smartphone aux sites internet des services publics, comme la CAF ou comme les impôts. Comment ça marche ? Avec un logiciel qui s'appelle Alicem, pour authentification en ligne certifiée sur mobile. Un acronyme aussi sérieux que le ministère de l'Intérieur qui a commandé ce service. Comment ça fonctionne ? Pour être bien sûr que c'est nous et pas un vilain hacker, le logiciel Alicem compare les photos qu'on lui donne avec les photos de notre passeport biométrique. Et après, magie, plus besoin de mots de passe bizarres, ni d'authentifiant avec 42 chiffres. Très bien, mais c'est pas un peu risqué, indiscret, voire limite légal ? Pas du tout, répond le secrétaire d'État au numérique. Pour Cédric O, c'est bien le boulot de l'État de garantir l'identité de ses citoyens. Et non, on ne va pas nous espionner, puisque nos photos vont rester dans nos téléphones. N'empêche, la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, clique sur un léger détail. On ne peut passer que par Alicem pour accéder au service public. Certes, ce n'est pas obligatoire, mais on ne peut pas faire sans pour profiter de ce service. Ça défrise aussi l'ONG La Quadrature du Net, car pour elle, Alicem n'est pas fait pour nos beaux yeux, mais pour lutter contre l'anonymat en ligne, ce qui est pourtant notre droit numéro 1 sur Internet. Pire, d'après l'ONG, c'est un premier pas vers le tout reconnaissance faciale. Car le vrai boulot d'Alicem, ce serait de nous habituer à ça tout en douceur. Pas du tout, répond le gouvernement. Cela dit, d'après le journal Le Monde, ça fait plus de 10 ans que l'État français multiplie les tests sur la reconnaissance faciale. Profitons de toute la période de carnaval pour expérimenter un système de reconnaissance faciale permettant d'identifier des personnes d'intérêt, donc qui pourraient être des personnes fichées par exemple et présentant un danger sur un événement de cette nature. La personne vient d'être localisée. À chaque alerte, ce drone autonome à 100% sort de sa tanière. Aujourd'hui, il va survoler cette immense serre à la recherche d'un intrus. En direct, ce petit bijou de technologie transmet des images vidéo suivies de près au sol par des agents de sécurité. Tous les déplacements hors du domicile sont interdits sauf dérogation. Veuillez respecter des distances de moins 1 mètre entre chaque personne. Respectez les mesures barrières. Aux commandes de l'engin des gendarmes, en période de confinement, le drone est un outil utile en complément des contrôles d'attestation. Non, il n'y a pas de... Non. Au-delà, c'est les hélicoptères et les avions. Très bien. Excellent. So what he does is before you start counting and aggregating,
Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. Let's keep Singapore healthy. For your own safety and for those around you, please stand at least 1 meter apart. Thank you. وتطبيق اجراءات الحظر الصحي العام وتطبيق اجراءات انتباه بالحجر الصحي العام ولا اي مبسوط عاجبني اي شلون تعمل؟ كيف المطلوب من الجميع الامتثال للقانون. مدام Treten Ihren Mitmenschen bitte einen Sicherheitsabstand von ca. 1,5 bis 2 Metern ein. Der Bereich ist in 3 Abschnitte unter. Vielen Dank im Edeka Stecker-Team. Parce que c'est notre projet! C'est notre projet! C'est un changement profond. Donc on va en sortir différent. Monsieur le Président, vous ne craignez pas que le virus et la crise dont on vit influencera négativement l'agenda pour sauver le climat, réduire les émissions? Écoutez, je ne le crois pas parce que je pense très profondément que ces phénomènes sont liés. Au fond, ce que l'humanité est en train de vivre avec le Covid-19, c'est la peur pour elle-même. Elle retrouve la valeur de l'humain et elle a peur pour elle-même. Et elle dit, et nous sommes en train de découvrir collectivement que personne n'hésite à faire des choix très brutaux, très profonds quand il s'agit de préserver des vies. Eh bien, il en est de même du risque climatique. Et je le dis avec beaucoup de force, pour beaucoup de pays développés, c'était pareil. Vous savez, les grandes pandémies avec des syndromes de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, comme celle que nous sommes en train de vivre, elles paraissaient très loin, parce qu'elles s'arrêtaient à l'Asie. Le risque climatique, il paraît très loin, parce qu'il touche l'Afrique et l'Océanie. Quand ça vous arrive, réveil.
Je dis à tous les pays développés, n'attendez pas le réveil climatique pour vivre ce qu'on est en train de vivre sur le plan sanitaire. Nous sommes en train de faire l'expérience de notre vulnérabilité. Donc on doit accélérer, y compris moi-même. Je porte ce sujet, mais je pense qu'on doit beaucoup plus profondément changer notre modèle pour avoir ce que j'ai appelé cette résilience, c'est-à-dire la capacité à dire comment on prévient un risque de forte canicule, une détérioration de la qualité de l'air, un bouleversement de notre biodiversité qui va changer nos vies. On a peur de quoi quand on attrape le Covid? On a peur d'étouffer. On a peur d'étouffer. Les gens qui ont le Covid vous le disent, ils disent je sens plus très bien, je perds mon goût, j'ai un petit fièvre. Le premier jour, même quand c'est pas grave, mais ils ont peur que d'une chose. C'est ça d'ailleurs qui a un côté inavouable, qui peut créer de la panique, qui fait que les gens vont jusqu'à accepter de rester chez eux. Ils ont peur évidemment de mourir. On retrouve la peur de la mort qui avait quelque part qui avait quitté nos sociétés, parce qu'on pensait qu'on arriverait, tel des Prométhées, on pensait qu'on était libéré de tout. Mais là, on a peur d'étouffer. Je crois que cette phobie, personne ne le dit en ces termes, mais elle est quand même là, parce que c'est ce qu'il y a derrière. La peur d'étouffer, c'est la peur de mal respirer. On sortira de cette crise, les gens ne supporteront plus de respirer un air pollué. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Blablabla, tu vas manger des pâtes et du PQ devant Netflix, blablabla, vous y allez tous mourir, blablabla, t'as pas des sous, blablabla, Rothschild et Rockefeller sont contents, blablabla, c'est mon comportement, bah ouais, blablabla, ferme ta gueule, travaille, consomme, et ferme ta gueule, et vous êtes plus là. Dieu nous apprend à ne pas juger un homme d'après sa taille ou son apparence. Les hommes regardent toujours ce genre de détails.
Dieu, lui, juge les hommes à leur qualité invisible pour les yeux. La vérité d'un homme est celle cachée dans son cœur. Et toi, tu es un homme comme Dieu les aime, sincère et véritable. Comment puis-je espérer plaire à Dieu si je ne suis pas le meilleur? Tu voudrais devenir parfait, mais tu ne le seras jamais. Il sait que nous ne le sommes pas. Et tout ce qu'il veut, c'est que l'on continue nos efforts. Il faut toujours persévérer. Il faut rester fort. Fort comme le fer. Nous valons tellement plus que ce que nous sommes. Ce que Dieu nous promet, c'est la gloire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Même si nous ne sommes pas parfaits. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il veut que tu trouves une réponse à ces questions qui te font souffrir au fond de toi. Suis-je prêt pour le prochain combat? Ai-je les qualités nécessaires pour gagner? Lorsque tu pourras répondre oui à ces questions, tu sauras alors que tu as la foi au fond de ton cœur. Il sera donc temps pour toi d'affronter courageusement l'ennemi. La vie est pleine de dangers. Et parfois, tu auras la sensation d'être seul au milieu d'une horde de lions qui veulent tous te dévorer, qui tournent autour de toi en attendant de t'attaquer. C'est à cet instant, quand tout sera contre toi et que tu seras en plein doute, que tu auras l'impression de ne pas être prêt. C'est là qu'il faudra écouter la voix au fond de ton cœur, cette petite voix qui te dira « Ne crains rien, tu es prêt, tu es fin prêt pour le combat, tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. » C'est ça, la voix de Dieu. Abandonne toutes tes craintes et tes peurs, parce que lorsque Dieu est à tes côtés, personne ne peut rien contre toi.